Grève SNCF reconductible à partir du 11 décembre. Découvrez les prévisions de circulation des trains. L'intersyndicale a appelé à une grève qui menace les voyages des Français pour les fêtes de fin d'année. La SNCF a publié ses prévisions pour jeudi. Les Français vont-ils pouvoir prendre le train à Noël ? Fin novembre, toutes les organisations syndicales de la SNCF avaient appelé à une grève reconductible à partir du mercredi 11 décembre à 19 h. Depuis, 2 des 4 structures engagées, l'INSA et la CFDT, ont retiré leur appel après un accord avec la direction du groupe ferroviaire, quand la CGT Cheminots et Sudrail l'ont maintenu. Jean-Pierre Farandou, PDG du groupe, a eu beau exhorter dans la tribune dimanche les cheminots à renoncer à une grève évitable et à rester du côté des Français. Ce mouvement social laisse craindre des perturbations pour les fêtes de fin d'année, comme cela avait déjà été le cas en 2019 du temps des mobilisations contre la réforme des retraites, ou en 2022 après une grève des contrôleurs. Le verdict est finalement tombé mardi, en début d'après-midi, malgré la volonté affichée des syndicats mobilisés de faire pression sur la direction. Le mouvement social ne devrait avoir que des effets limités, ce jeudi. Le groupe ferroviaire annonce ainsi un trafic normal sur les lignes TGV et Ouigo et ne s'attend qu'à quelques légères perturbations sur les lignes régionales. Soutenir cette AG Cheminote et puis je vais laisser la parole aux copains de la CGT et après je prendrai la parole pour Sudrail. Bon, mes camarades, merci de tous d'être présents, merci effectivement à l'Interpro de cette journée à nous. Vous avez aussi une journée en Interpro sur l'industrialisation et sur le service public. Le service public, c'est aussi ce qui nous amène aujourd'hui parce qu'on s'oppose à la filialisation, on s'oppose à la casse du fret et on réclame aussi de la financiarisation, de financer le service public du ferroviaire. Donc on a demandé un moratoire sur le fret. C'est peut-être pas ce qui nous touche le plus ici parce qu'à Migène on n'est pas sur le fret principalement. Nous, ce qui nous intéresse aussi ici, c'est la filialisation parce que BFC ouvre à la concurrence et donc on sait qu'in fine ce sera des filiales qui vont se positionner. On sait que c'est ce qui inquiète le plus sur Migène. C'est un point sur lequel, avec Sud et la CGT, on a envoyé un courrier à Farandou pour demander de rouvrir des négociations parce que l'accord filial, il n'est pas à la hauteur. L'accord fret sur la transitoire, il peut être plutôt bien et on l'a tous signé d'ailleurs, parce que ça permet d'avoir pendant 3 ans des garanties. C'est pas du tout le même niveau sur les accords filiales. Les accords filiales, c'est que 24 mois et il n'y a pas du tout les avancées sociales qu'il y a dans les interpeller les dirigeants de la société, les dirigeants au niveau du gouvernement, même si c'est qu'un gouvernement qui assure les affaires courantes, et aussi au niveau de l'Europe. D'ailleurs, au niveau de l'Europe, il y a un courrier qui a été envoyé à Teresa Ribera, qui est la nouvelle inspectrice européenne au niveau de la concurrence. On a envoyé un courrier à toutes les OS et notamment les 2 OS qui sont sortis du mouvement. Donc les 4 OS principales ont envoyé un courrier. On attend une réponse de sa part. Normalement, on devrait être reçu au niveau européen prochainement. C'est des choses qui doivent continuer. Quelle que soit l'issue du mouvement aujourd'hui, il faut continuer à se battre, il faut continuer à aller chercher des avancées sociales pour les cheminots qui vont sortir du groupe public ferroviaire, qui resteront malgré tout des cheminots, qui resteront nos collègues, nos camarades, quoi qu'il en soit, quelle que soit l'issue de ce conflit, quels que soient les lendemains dans le ferroviaire, ça reste des cheminots, tous et toutes des cheminotes. Je te laisse continuer. Ouais. Pour reprendre sur ce qu'a dit le collègue de la CGT, donc on est en grève aujourd'hui pour 3 thématiques, 3 enjeux qui de notre point de vue sont sociétaux. Il y a effectivement des enjeux propres aux cadres sociaux cheminots, mais il y a également des enjeux sociétaux, que ce soit sur le fret, sur l'ouverture à la concurrence, notamment TER, mais aussi Intercité et Transilien, ou sur le financement du réseau. Pourquoi fret, on comprend bien que, comme l'a dit le collègue, au regard du cadre social cheminot, on a réussi, et toutes les OS l'ont signé, à négocier unitairement, et c'est bien d'ailleurs ce qui nous a donné de la force, un accord de transition qui va permettre aux collègues de fret qui vont basculer dans les 2 filiales au mois de janvier, donc Exafret et Technis, de bénéficier de l'ensemble du cadre social actuel pour les 36 prochains mois,
c'est des accords de transition. Alors, il y a une petite exception, c'est le droit syndical, qui devra être négocié courant janvier. Mais ce cadre social, il faut bien comprendre que malgré tout, même si c'est une énorme bouffée d'oxygène pour les collègues, c'est des accords de transition. Ça veut dire que derrière, il y aura des cadres sociaux à négocier dans un contexte qui va être extrêmement difficile, puisqu'en fait, la branche, on va dire, de transport ferroviaire du groupe SNCF RLE, Rail Logistique Europe, est amenée à être ouverte au capital. Enfin, son capital est amené à être ouvert. Donc, les conditions de négociation des cadres sociaux futurs vont être extrêmement compliquées. C'est, on le sait, un enjeu sociétal et notamment écologique, parce que ce qui risque de se passer, c'est un report du fret sur la route plutôt que ferroviaire. Voilà pour le fret. Nous, on demande le moratoire de cette discontinuité et avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer voilà, sur cette thématique-là. Et on estime quand même que les collègues, les deux autres OS qui ont quitté le préavis et qui ont quitté cet appel unitaire abandonnent un peu tôt. Voilà. Sur la partie ouverture à la concurrence voyageurs et filialisation des TER. Alors, il y a un accord qui avait été ouvert à signature il y a quelques mois, qui n'avait pas été entériné puisqu'il n'y a qu'une seule organisation qui l'avait validé, une seule organisation syndicale. Il a été remis sous la pression des organisations syndicales et des grévistes au mois de novembre. Il a été remis sur la table par la direction avec quelques petites avancées, mais qui restent extrêmement mineures. Parmi ces avancées, il y en a 4. Il y a 2 points qui en fait relèvent uniquement de la mise à jour d'accords signés récemment pour leur prise en compte dans le texte. Et les 2 autres, c'est un comité de suivi finalement de ce qui se passe au niveau de toutes les filiales groupes. Mais ce ne sera pas une instance décisionnelle, ce sera une instance qui permettra juste d'avoir des chiffres en fin de compte. Et la deuxième chose concerne uniquement une avancée légère, très très légère, beaucoup trop légère pour les collègues qui basculent dans les 3 premières filiales TER, à savoir SNCF Voyageurs Étoile d'Amiens, SNCF Voyageurs Sud-Azur et SNCF Voyageurs Loire-Océan, pour, on va dire, garantir le maintien des accords collectifs dans ces 3 filiales, 24 mois au lieu de 15 maximum, puisque la loi, bien sûr, les dirigeants de ces filiales vont dénoncer les accords collectifs actuels et la loi fait qu'il pourrait continuer à s'appliquer 15 mois maximum. Donc en fait, ce qui gagne, c'est pas 24 mois, c'est 24 moins 19. Ça, c'est le premier point. Ce qu'il faut comprendre, c'est aussi, et ça c'est très important, qu'il y a une différence majeure entre ce qui a été obtenu sur 36 mois pour fret, les collègues qui basculent dans les filiales fret et les collègues qui basculent dans les filiales TER, c'est que non seulement c'est 24 mois et pas 36, mais 24 mois valables uniquement sur les accords collectifs. Alors que chez fret, c'est l'ensemble de la réglementation sauf droit syndical. Et les accords collectifs, en fait, ils ne sont pas si nombreux. Notre cadre social, il est beaucoup plus large. Les RH, ce n'est pas tous des accords collectifs. Les TT, les VO, ce n'est pas de l'accord collectif. Hein.
Donc tout ça, ça part dès le premier jour. Voilà, 15 décembre, pour eux, ça c'est fini. Si vous voulez un exemple, enfin alors ça parlera plus par exemple aux mécanos, mais un exemple concret, l'accord sur l'organisation du temps de travail ex-RH 77, c'est un accord collectif. Son pendant, qui est un texte d'application, le RH 677, c'est pas un accord collectif. Donc, vraiment, du moins-disant sur le cadre social. Ce qu'il faut aller chercher, c'est vraiment à minima le même niveau de garantie que fret. C'est pas possible de laisser partir tout le monde dans des filiales dans ces conditions. Les collègues qui sont transférés, il s'en va encore rien, finalement, de ce qui va leur arriver, ou très peu de choses. Voilà, donc tout ça, ça devrait être renégocié, et ça, c'est que le début. Parce qu'il faut s'imaginer 80 filiales de ce type-là sur le territoire français. Que ce soit des filiales TER, des filiales intercités, des filiales Transilien, des filiales fret, ou autres. Peut-être une filialisation de certaines branches TGV aussi, ça existe déjà. Hein. Ouais, une filiale italienne, SVI, voilà. C'est une politique de filialisation de grande ampleur. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque opérateur, que les marchés soient remportés par SNCF Voyageurs, en mettant en place des entreprises dédiées ou des filiales d'autres groupes comme Transdev ou RATP, ils ne pourront se faire leur marge, étant donné les contraintes budgétaires des régions, que sur les salariés. Donc c'est du dumping social assuré pour tous. En plus de ça, il ne faut pas s'imaginer que le service aux usagers, le service aux voyageurs, il sera amélioré. Non, les régions, elles sont quasiment toutes sous la contrainte budgétaire. Elles vont être obligées de faire des choix. Quand elles reprennent les lignes de desserte fine du territoire et qu'elles n'ont pas de quoi les financer, il se passe quoi? Eh bien, il se passe par exemple dans notre territoire régional, voilà, des coupes, on ne va plus pouvoir financer certaines petites lignes comme l'axe Clamecy-Corbigny, comme la ligne des Hirondelles, ou peut-être même des lignes, par exemple, sur l'étoile de Paray-le-Monial. Les gens de Paray-le-Monial, ils se posent la question de savoir, ils ont des gros problèmes pour prendre le train. Il faut se dire que peut-être ce sera pire demain, en fait. Donc l'offre, elle va être réduite, et c'est pas la concurrence n'amènera pas la solution dans ce contexte-là. Et ça fait la transition avec le financement du réseau. Le financement du réseau, aujourd'hui, il est assuré par le péage des sillons par les opérateurs ferroviaires qui veulent l'emprunter, et le fonds de concours auquel seuls les bénéfices de SNCF participent. Donc plus il y aura d'entreprises ferroviaires qui remporteront des marchés sur le territoire, plus le financement du réseau sera asphyxié. Et qui va le payer, le réseau? Pas les régions. Les régions, on voit déjà qu'aujourd'hui, elles peuvent plus, elles peuvent pas. C'est pour partie sous leur responsabilité, mais elles pourront pas. Et donc c'est de la fermeture de ligne assurée. Nous on estime qu'à horizon 10 ans, si les modes de financement du réseau restent les mêmes, le réseau va s'effondrer. On aura des fermetures de lignes partout, des travaux partout, mais uniquement sur les axes qui transporteront le plus de voyageurs. Et les oubliés, ce sera toujours les mêmes, ce sera la ruralité en fait. Mais comme pour tous les services publics, comme pour les hôpitaux, quand on ferme les hôpitaux de province ou les services
particulier dans des hôpitaux de province et puis qu'on invite les gens à aller dans les grandes villes pour se faire soigner, comme pour l'éducation où on ferme des classes dans les petites communes et puis qu'on dit aux gens démerdez-vous. Voilà. Donc je m'adresse plus aux cheminots qui sont ici, mais aujourd'hui on n'est pas très nombreux, c'est dommage. Est-ce que c'est notre faute ou pas, je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que ceux qui luttent ont raison. Et que c'est pas parce qu'on n'est pas nombreux que notre combat n'est pas juste ou valable. Je le répète, il y a des enjeux sociétaux importants, que ce soit en termes de mobilité, d'écologie, d'aménagement du territoire, et après pour nous personnellement, en termes de cadre social. Je vous remercie. Donc les camarades, aujourd'hui c'était une AG, donc on va demander à tous les cheminots qui sont en grève actuellement de lever la main pour qu'on puisse se compter. Donc on va passer à la question fatidique, hein. C'est une grève reconductible, donc qui appelle à la reconduction aujourd'hui ? 8 camarades appellent à la reconduction. Qui est contre pour la reprise? 2 pour la reprise. Qui s'abstient? 4 abstentions, donc c'est la reconduction qui est votée. Merci mes camarades. Je redis merci aux collègues de la fonction publique. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent prendre la parole pour rappeler pourquoi vous êtes aussi mobilisés? Les mobilisations qu'il a pu y avoir l'année dernière, par exemple, sur la réforme des retraites, toutes les mobilisations qu'il y a régulièrement pour dire qu'on est en désaccord avec cette politique, et puis même ce qui s'est exprimé d'un point de vue électoral, le gouvernement et Macron continuent cette politique. À un moment, je pense qu'on a fait tous le constat. Les journées d'action, alors je sais qu'à la SNCF c'est pas forcément votre truc et vous êtes déjà plus avancé parce que vous avez une tendance à aller directement à la grève reconductible, à la vraie grève, celle qui permet de gagner. On l'a vu sur la réforme des retraites par exemple, on a fait 14 journées d'action qui sont 14 journées d'action qui nous ont pas permis d'aboutir au retrait et à contraindre le gouvernement à reculer. Et donc nous on continue à pousser et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour qu'on y aille tous ensemble, le plus largement possible, parce que les revendications sont en fin de compte similaires d'un endroit à un autre, et pour faire reculer le gouvernement. Et pour ça, on n'a pas d'autre moyen que de dépasser ces journées qui permettent de dire qu'on est mécontent. On est mécontent, ça on l'a exprimé, on le dit à chaque fois, mais à un moment, ce qui va permettre d'obtenir satisfaction sur les revendications, c'est de les bloquer. Et pour les bloquer, il faut absolument qu'on y aille tous ensemble, et qu'on y aille tous ensemble sur une logique de on fait la grève et on fait la grève jusqu'à satisfaction de nos revendications. Et c'est ça qu'il va falloir construire et c'est ça qu'il va falloir continuer à discuter partout dans les établissements, dans les services, partout. Donc on continue et évidemment on lâche pas et on est avec vous et bravo pour cette reconduction. On espère évidemment que vos revendications vont aboutir et que toutes les revendications vont aboutir et qu'on va réussir à les faire reculer. D'autant plus que là, on a quand même un gouvernement qui est totalement affaibli et que c'est le moment d'y aller. Vous faites partie de ceux qui appelaient pour le 5. Il me semble qu'en ce moment, faire reconduire l'appel comme ça avait été envisagé, parce que c'est sûr, là-dessus on partage ce que Lucas vient de dire, faire une journée toutes les 2-3 semaines, on est convaincu que ça ne servira pas et que ça ne permettra pas de gagner. Mais il nous semblait que dans le contexte actuel, avec un gouvernement censuré, même si on n'a aucun doute sur ce qui va se passer après, ça allait être difficile d'emmener les collègues. Et que justement, on ne voulait pas perdre des cartouches pour éviter de se retrouver perdant alors que le gouvernement est affaibli. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on continuera à se mobiliser. Et c'est pour ça aussi qu'on était présent aujourd'hui, parce qu'il y a besoin de le faire, il y a besoin de vous soutenir, il y a besoin de défendre les services publics. Je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez dit.
mais on attend aussi de pouvoir lancer un mouvement beaucoup plus puissant, qui sera forcément un mouvement qui sera à généraliser, pour cette fois pouvoir gagner, éviter les budgets mortifères, éviter les décentralisations sans aucun moyen qui amènent toutes les conséquences que vous avez données. Nous, ça nous concerne par exemple dans la région pour les lycées, où la région n'a pas les moyens de faire fonctionner les lycées. Sur Auxerre, il y a une fusion qui est en cours, entre autres dans mon établissement, où on sait bien que derrière tous les pseudo-arguments donnés par la région, le seul réel, c'est qu'ils veulent faire des économies, parce qu'ils n'ont aucun moyen à l'heure actuelle de fonctionner, mais qu'ils n'ont pas non plus de toute façon volonté de le trouver. Donc dès que le contexte s'y prêtera, comme on n'a pas de gros doute sur le fait qu'il faudra y aller, on sera là aussi pour essayer de relancer un mouvement, mais un mouvement cette fois-ci qui puisse gagner. Si on a pu construire le TGV en France, c'est grâce aux marchandises, puisque c'était le seul secteur qui rapportait de l'argent. À l'époque, le trafic de voyageurs était ultra déficitaire. Par contre, les marchandises rapportaient de l'argent, c'était ce qui a permis de construire les lignes de TGV, etc. Ce qui a d'ailleurs fonctionné et handicapé la SNCF pour des dizaines d'années, puisque c'est sur ses fonds propres qu'elle a construit, les TGV en France. Donc l'aménagement du territoire, comme on l'a toujours dit, c'est du domaine de l'État, c'est pas du domaine d'une entreprise même publique. C'est normalement la SNCF, l'État qui doit construire et entretenir les trafics, les lignes ferroviaires. Sans marchandises, je m'adresse pour les gens qui ne sont pas cheminots ici, le trafic de marchandises a jeté des millions de camions sur nos routes et on ne prend pas en compte le coût réel du transfert du fer sur la route, que ce soit l'entretien des routes qui sont détruites. On voit en ce moment, on est dans une région de trafic de bois. On a travaillé, nous, pendant quelques années dans ce triage où on avait beaucoup de trains de bois qui venaient du Morvan. Actuellement, vous voyez des camions avec des gyrophares qui clignotent de partout. Ce sont des camions qui ont des dérogations pour transporter beaucoup plus de tonnage que prévu. C'est-à-dire qu'ils sont tous en transport exceptionnel, du coup. Transport exceptionnel parce que tous les wagons qui sont ici ou qui sont partis à la ferraille permettaient, sur un seul wagon, sur un seul train, on faisait 50 camions qui roulaient. On détruit les routes. Et ça aussi, c'est de l'argent public parce que c'est les impôts de chacun des bourguignons, parce que c'est une compétence régionale, qui va entretenir les routes nationales, les routes départementales, les routes en général. Tout ça, la destruction ça a un coût que le transport routier ne paye pas. Donc on était le seul système de transport qui avait obligation d'être rentable, malgré que le transport n'est un coût. Et on sait très bien, tout mode de transport est subventionné à près de 80% en général, que ce soit la route, le ferroviaire ou l'aviation. Donc le trafic de marchandises, j'y tiens beaucoup et c'est hyper important que ce soit pour notre condition de circulation, même sur les routes, parce que l'accidentologie n'est pas prise en compte non plus. Il y a des morts sur les routes qui sont, du fait du nombre de camions qui sont sur les routes, qui ne sont pas pris en compte quand on fait les calculs de coût d'une ligne ferroviaire. Donc voilà, rappelez quand même que le transport de marchandises est indispensable, surtout dans un pays ou dans un monde où on veut décarboner le transport. C'est quand même, parce qu'on n'a rien trouvé de mieux, c'est pas tout nouveau, ça a plus de 150 ans. Et c'est encore ce qui est de meilleur pour transporter les marchandises avec le moindre risque et le moindre de pollution.